Yo les bros, c'est Godji et j'espère que vous allez bien puisqu'aujourd'hui nous nous retrouvons pour la review du chapitre 1062 de One Piece. Pas mal de choses à dire et à analyser rien que sur la mini-aventure du Garma, donc autant vous dire que ça va être une bonne petite review comme on les aime, en particulier une théorie sur Luffy et Nika que je vous prépare et dont je vais vous dévoiler les premières idées et vraiment, vous n'êtes pas prêts. Vraiment. Cette review comportera le fanart fait sur mesure par un tweetos absolument talentueux. Suivez Détective Abdelka sur Twitter, les bros, car vous allez voir, il nous a fait une petite dinguerie pour cette review. Moi, ça me permet d'illustrer de façon originale une théorie, et de l'autre côté, ça met en avant un gars super talentueux, donc que ce soit lui ou Nyobda, allez les follow. Voilà les refs, on lâche aussi son like pour soutenir le gogo, ça lui ferait plaisir, merci beaucoup. Et pareil pour l'abonnement, si on peut pas atteindre les 400 000 abonnés avant la fin de l'année, au moins qu'on dépasse les 350 000. Je compte sur vous les gars. Bon, ça fait pas mal de mois que je me suis pas attardé sur la cover des chapitres, plus précisément sur les mini-aventures du Garma, puisque j'attendais qu'un événement un petit peu plus excitant se déroule. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui, puisque comme vous l'avez remarqué, Chocolate Town est entièrement gelé. Alors pour rappel, au chapitre 1046, deux personnages débarquaient dans le territoire de Big Mom. On pouvait se dire qu'il s'agissait de la famille Vinsmoke, venue sauver leur frérot, puisque c'est ce qui s'est vraiment passé quelques chapitres plus tard. Sauf que, problème, la ville où ont débarqué les deux intrus, Chocolate Town et la ville où ont débarqué les Vinsmoke, qui est en fait le centre de Whole Cake, se trouve à une très grande distance. Ce sont même deux territoires quasiment totalement différents. Donc les intrus de Chocolate Town ne pouvaient pas être les Vinsmoke du centre de Whole Cake. Alors, qui était-ce? Avec ce nouveau chapitre et l'apparition d'un Chocolate Town absolument gelé, il n'y a désormais plus aucun doute. Aokiji faisait partie de ce groupe. Mais le diable se cache dans les petits détails. Eh oui, Aokiji, en ayant quitté la marine suite à son affrontement légendaire contre Akainu, a rejoint le côté obscur de la force, la piraterie. Pas n'importe laquelle, la piraterie de Marshall D. Teach. En effet, l'ancien amiral aurait rejoint on ne sait pourquoi et on ne sait comment le Yonko, pourtant à l'opposé des valeurs que semble prôner le sauveur de Nico Robin. Alors on va pas véritablement débattre sur la nature de ce changement drastique de voie professionnelle, mais davantage sur la présence de l'équipage de Teach sur Whole Cake Island. Puisque oui, si c'est bien Aokiji qui a fait ça, il n'y a pas de doute, et que ce dernier a bien rejoint l'équipage de Barbe Noire, pas de doute non plus, alors l'équation est totalement simple, Teach vient d'attaquer Whole Cake Island. Et c'est une nouvelle petite théorie qui se confirme. 25 janvier 2019, je vous dévoilais ma théorie sur la guerre des 4 empereurs de One Piece, et dans celle-ci, je vous disais effectivement que la présence de Big Mom sur Wano Kuni pourrait pousser Teach à attaquer son territoire pour récupérer son Road Poneglyph. L'attaque d'Aokiji sous le drapeau de Barbe Noire aurait comme but principal l'obtention du Road Poneglyph de Big Mom, mais pas seulement. En effet, Teach a besoin, tout comme Luffy, de ces 4 pierres rouges pour atteindre l'île finale qui fera de lui le roi des pirates. Mais pour cela, il faudra aussi et surtout traduire le contenu de ces stèles. Luffy a la grande chance d'avoir Nico Robin, la seule survivante d'Ohara capable de déchiffrer le langage antique des poneglyphes. Mais soyons sérieux une minute, l'avantage conféré à notre héros est bien trop grand et important dans la course du One Piece. Oda a tout intérêt de balancer cet avantage conféré à Luffy à travers Robin, puisque sur papier il est actuellement le seul au monde à pouvoir se rendre sur Laftel. C'est ridicule. Exemple, toi demain tu dois faire une chasse au trésor organisée par ta ville, mais seul le fils du maire détient la carte et les indices pour le trouver. Bah forcément c'est pas juste, c'est pas équitable, tu sais qui va gagner et qui va perdre. Dans One Piece c'est absolument pareil avec Luffy et c'est pas équitable. Du coup Oda doit balancer comme il peut pour que son principal rival, Teach, ait lui aussi des cartes en main pour atteindre Laftel. Non, parce que les Supernova et les autres pirates, eux c'est foutu, hein. Leur rêve il est mort dans l'œuf, seul Teach et Luffy ont depuis le début le scénario de leur côté. Bref, là où je veux en venir c'est que malgré la domination totale de Luffy dans la quête du One Piece, Oda a quand même rajouté un élément pour contrer son personnage principal. Cet élément se nomme les Trois Yeux. Et Barbe Noire aurait envoyé Kuzan sur Whole Cake Island pour kidnapper Pudding afin de l'utiliser pour décrypter les poneglyphes. Mais regardez-moi cette page de fou furieux, c'est trop bien. Oui, Big Mom possédait un avantage
avantage de fou sur les autres, défiant directement le monopole linguistique de Nico Robin. Grâce à Pudding, son sang de la tribu des Trois Yeux et leur pouvoir capable de s'éveiller et décrypter les poneglyphes. Alors en vrai, on ne sait toujours rien de comment ça marche, de si ça marche réellement, etc. C'est un vrai mystère qui nous a été mentionné qu'une seule fois, et si on n'était pas tous des gros accros dosés à One Piece, je pense que beaucoup auraient oublié à leur première lecture le pouvoir de Pudding. Quoi qu'il en soit, ça existe et on ne peut le nier, et c'est là que ça devient très intéressant, car si Barbe Noire n'avait pas la chance de lire les poneglyphes ou d'avoir quelqu'un qui les lit dans son équipage, son raid sur Whole Cake Island peut changer toute la donne. Son plan aurait été d'attaquer Whole Cake pendant l'absence de Big Mom, oui, de récupérer son Rod Poneglyph, effectivement, mais également de récupérer son extension Google Traduction, ici renommée Charlotte Pudding, pour que sa récolte des poneglyphes lui serve enfin à quelque chose. Car oui, j'ai peut-être oublié de le notifier avant, mais Chocolate Town n'est pas une île banale de Whole Cake Island. C'est ici que se trouve le café dont Pudding est propriétaire et dont elle est la ministre. Parmi tous les endroits où aurait pu débarquer l'équipage de Teach dans le territoire de Big Mom, c'est sur l'île où se trouve Pudding. Comme par hasard. En gros, l'introduction de Pudding ne servait depuis le début qu'à profiter à Barbe Noire qui allait venir la kidnapper, enfin pas lui, mais son équipage. Si vous doutez encore, laissez-moi vous rappeler plusieurs choses. Robin elle-même a été mise en garde sur de potentiels pirates venant la kidnapper pour ses connaissances. Preuve qu'Oda a ce scénario en idée, il suffit simplement de remplacer Robin par Pudding. Il y a tout juste 3 chapitres, Barbe Noire a déjà kidnappé un personnage qui n'est nul autre que Kobe, il va donc l'utiliser pour profiter d'un avantage, c'est sûr et certain, donc encore une fois, le scénario autour de Teach s'oriente vers le kidnapping de certaines têtes utiles. Et si c'est Aokiji qui vient bel et bien de la capturer, eh bien ça serait pas si étonnant puisque lui-même a une sorte de lien de connexion avec Nico Robin, la deuxième personne active avec Pudding pouvant décrypter les poneglyphes. Il a sauvé Robin, il vient kidnapper Pudding, vous comprenez un petit peu le délire. Donc voilà. Teach va bien attaquer Whole Cake Island, récupérer le Rod Poneglyph pour se rapprocher de la stèle, mais par-dessus tout, récupérer la clé qui lui permettra de déchiffrer ces stèles antiques. Pudding. Alors ça reste qu'une théorie, mais tout fait tellement sens, l'équipage de Big Mom déjà occupé par le Garma, incapable de défendre tout le reste du territoire, Teach qui rentre lui aussi dans la course du One Piece, tout comme Luffy et Shanks, le pouvoir des Trois Yeux dévoilés ainsi que leur tribu. Ça paraît logique, mais surtout, Teach va sans doute attaquer et rechercher d'autres Rod Poneglyph. Wano Kuni ou même Zunesha, les alliés de Luffy protégeant la carte de Laftel, sont eux aussi en très grand danger. Voilà, c'était une assez grosse partie finalement dédiée à cette cover de chapitre, mais je pense très clairement qu'elle en valait le coup tant elle peut changer la face de One Piece dans le futur. Dites-moi simplement en commentaire ce que vous en pensez et vos théories à ce sujet. Bon, dans le dernier chapitre, une chose a pas mal secoué la communauté, l'apparition de la prétendue Dr Vegapunk. Après tout, c'est normal, on attend ça depuis des années et des années, mais surtout, alors qu'on a toujours dit que c'était un homme, eh bien ça serait une femme. Forcément, ça cache un truc et il ne s'agirait pas du véritable Vegapunk. Aujourd'hui, c'est donc bien confirmé, Vegapunk n'est toujours pas apparu et ce n'est actuellement que ses clones. C'était donc l'une des hypothèses que j'avais émises dans ma review précédente. Vegapunk s'est séparé en plusieurs entités et le corps principal se trouve juste ailleurs en fait. Ça semble être le cas aujourd'hui puisqu'il n'existe pas moins de 6 clones de Vegapunk éparpillés à travers son île et 3 ont déjà été plus ou moins révélés. Des clones qui ont par ailleurs chacun une personnalité spéciale semblable aux 7 péchés capitaux. Alors déjà de ce qu'on peut en conclure. Tout d'abord, d'après Bonnie, Vegapunk ne ressemble absolument pas à ses clones. En tout cas, quand l'un d'eux s'est présenté à elle en tant que Vegapunk, elle l'a traité de menteur. Et si elle dit ça, c'est qu'elle l'a déjà vu. Donc ça nous conforte toujours dans l'idée que Vegapunk s'entoure de jeunes filles qu'il a créées à son image, mais qu'il reste derrière un vieux crouton. Du coup, j'en viens à me demander, vu que tous ces clones se ressemblent plus ou moins, est-ce qu'il essayerait pas de recréer l'image de sa fille qui serait peut-être décédée ou quelque chose comme ça? Pas plus d'arguments derrière, je pose ça là histoire d'eux, mais ça serait une belle justification sur pourquoi Vegapunk aurait recréé des personnages féminins. C'est bien plus intéressant que de s'imaginer un vieux pervers se faire des waifus à foison. C'est vraiment ma théorie, beaucoup mieux pour le coup. Ensuite, le corps du vrai Vegapunk est appelé Stella. Et c'est intéressant parce que le mot Stella est la racine latine du mot étoile. Un terme absolument pas anodin quand on sait que Vegapunk serait inspiré de l'étoile Vega, l'une des plus brillantes étoiles de notre ciel, mais également l'ancienne étoile polaire d'il y a de ça plusieurs milliers d'années. Forcément, si on parle d'étoile polaire, on parle aussi de la dernière île avant Laftel, Lodestar. Cette île, la dernière île du Nouveau Monde trouvée par Roger, porte le même nom que l'étoile
étoile polaire servant aux marins à trouver le nord. Bon, et là ça commence à être un petit peu plus inquiétant parce que le thème des étoiles devient de plus en plus récurrent et surtout de plus en plus intensément lié à la quête finale du One Piece. Les armes antiques au nom de dieux mais aussi au nom de planètes, le Gorosei se nommant les 5 étoiles, les supernovas venant d'un terme astronomique désignant l'explosion d'une étoile, l'espèce de pouvoir d'Im dans le chapitre 1060 semblant à une soucoupe volante et maintenant Vegapunk est lui-même considéré comme une étoile. Ouf, c'est compliqué tout ça. Ça me conforte alors dans l'idée que Vegapunk va vraiment nous dévoiler les secrets liés à l'univers de One Piece, mais vraiment l'univers céleste, et qu'en plus de ça, l'histoire va s'orienter sur la découverte et peut-être même le voyage stellaire. Non mais vraiment, l'Aftel se trouvant dans l'espace, plus ça va, plus j'y crois. Je suis très sérieux. Bon, je sais pas si on se rend compte, mais Vegapunk est sans doute l'un des personnages les plus importants de One Piece, pour son histoire et pour le reste du scénario. Je le mets au même niveau qu'un Dragon ou même qu'un Im, et je pense vraiment que beaucoup ne réalisent pas tout ce que va apporter ce personnage. C'est colossal. Pour finir, je me demande si finalement Vegapunk ne base pas ses créations sur le thème des super-héros liés à la science, pour la simple et bonne raison que les deux nouveaux Vegapunk dévoilés dans ce chapitre ressemblaient à la fois à Ant-Man et à une version féminine d'Astro Boy. Du coup, si c'est bien le cas, eh bien les autres créations de Vegapunk pourraient rester dans ce thème, et si c'est le cas, eh bien on croise les doigts pour une version Iron Man. Également, je glisse ça ici, mais Zoro semble vouloir quelque chose à Vegapunk. Alors là, comme ça, j'ai absolument pas d'idée qui me vient en tête. Veut-il une information liée au sabre, une requête vis-à-vis de quelque chose? Je dois avouer être étonné de cette scène et surtout beaucoup intrigué, donc je me laisse bercer car dans l'immédiat j'ai pas d'hypothèse concrète à ce sujet. Par contre, dites-moi vous ce que vous en pensez et les théories que vous avez. Alors je vais m'arrêter ici et plutôt parler rapidement de Jewelry Bonnie. Elle nous révèle plusieurs choses importantes dans ce chapitre, sa venue sur l'île de Vegapunk dans sa jeunesse, sa rencontre avec Sabo sur Marie-Joise et surtout que Kuma est bel et bien son père. Bon, ça c'est pas une très grande révélation et il était clair que la relation entre Kuma et Bonnie tendait vers le lien familial ou amoureux, dans l'extrême, donc voilà c'est bien mais pas transcendant. Par contre ça nous permet de mieux cerner l'âge de Bonnie et ça c'est pas si anecdotique que ça puisque depuis sa première introduction avec son fruit du démon pouvant contrôler l'âge d'une personne et le sien, eh bien on a galéré à savoir si elle était vieille ou si elle était jeune. Vu que Kuma a 47 ans et que Bonnie est sa fille, alors on peut être sûr qu'elle a moins de 30 ans, et ça c'est bien. Ça met de côté toutes les théories du style Bonnie est la mère de Luffy. Oui, ça existe, et c'était normal quand on n'avait pas son âge. Par contre, l'apparence qu'a prise Bonnie sur Marie-Joise peut donc être expliquée plus facilement, il s'agirait de celle de sa mère. Bonnie serait la fille de Kuma et de la reine Connie, dont elle a pris l'apparence pour s'introduire sur Marie-Joise. D'un autre côté, le fait qu'elle soit sa fille et qu'elle soit déjà venue sur cette île sous-entend que Kuma et Vegapunk se connaissent depuis très longtemps et qu'ils sont possiblement vraiment très potes. Là encore, on peut être sûr que la nature de leur amitié sera véritablement expliquée dans cet arc et pourquoi Kuma s'est-il sacrifié pour le gouvernement. En tout cas, j'en déduis une chose, c'est que le lien entre Luffy et Bonnie s'intensifie encore de chapitre en chapitre. Leurs pères respectifs sont de grands alliés dans la cause révolutionnaire et je pense que ça aura forcément une influence quelque part à un moment donné. Puis on le rappelle, Kuma est le grand sauveur des Mugiwara avant l'ellipse. Sans Kuma, le voyage de Luffy se serait interrompu violemment sur l'archipel des Sabaody. Donc là encore, quand on découvrira qui est réellement Bonnie, il se rappellera de Kuma et de la dette infinie et éternelle qu'il a envers lui. Bref, je dois avouer que de ce côté-là, ce duo Luffy-Bonnie me hype beaucoup. C'est sûrement ceux qui ont le plus grand nombre de points communs parmi les supernovas, et ce n'est pas pour rien que Oda a attendu la fin de ce manga pour mettre en avant Jewelry Bonnie. Ok, on passe à une autre partie de cette review qui concerne Vegapunk encore, mais plus particulièrement ses inventions. On a eu la chance de découvrir pour la première fois le monde fantaisiste et personnel de Vegapunk. Ses inventions démontrent une chose en particulier, c'est qu'il semble aimer les mêmes choses que les autres mecs de One Piece, les robots, la science-fiction, les dinosaures, etc. On a eu l'occasion de voir deux inventions assez particulières. Le gant à photons capable d'interagir physiquement avec la lumière et le module permettant de changer la température de l'île. Ce dernier n'est pas anodin, je vous en parlais dans ma review précédente encore une fois, et je vous disais que Vegapunk semblait avoir réussi à reproduire l'invention qu'il n'arrivait pas à finaliser sur son île natale. J'ai énormément aimé ce clin d'œil et cette façon qu'Oda a eu dès le premier chapitre de l'arc qui lui est dédié de revenir sur une partie notable de son passé. À mon humble avis, ça montre à quel point il a à la fois hâte de dévoiler Vegapunk et qu'il a préparé un développement aux petits oignons pour ce personnage teasé depuis des années. Surtout que cette invention va lui servir très prochainement puisque d'après ses dires, il permet d'observer la vie de toute créature, ça tombe bien, le Safe for Paul s'apprête à débarquer
débarquent prochainement sur l'île, nul doute que leur présence se sera détectée bien à l'avance. Et concernant l'autre invention, le gant à photons réagissant à la lumière, eh bien évidemment comment ne pas penser au fruit du démon de Kizaru. Alors personnellement, je ne pense pas que ça sera utilisé pour le combattre, tout simplement car il existe quelque chose d'incroyable dans One Piece qui le permet déjà et qui a été introduit il y a bien plus longtemps, le haki de l'armement. Et oui, le haki permet de toucher le vrai corps des Logia, donc Kizaru n'échappera pas à la règle. Pas besoin d'un tel accessoire pour le vaincre. Ceci dit, ce gant nous permet de mieux comprendre comment Vegapunk a réussi à travailler sur le fruit de Kizaru. C'est grâce à lui qu'il a pu répliquer les pouvoirs de ce dernier pour ensuite les ajouter au Pacifista. Alors à quoi va-t-il bien pouvoir servir dans le futur? Ça reste un mystère, bien que c'est totalement possible que Franky ou même Usopp utilisent une partie de cette technologie pour l'ajouter dans leur panel de techniques. De ce côté-là, c'est pas très étonnant. En tout cas, c'est clair que ça ne leur servira pas qu'à manipuler des hologrammes, puisque après tout, Luffy pourrait le faire, et ce sans gants à protons. Quelle incroyable transition pour parler de Luffy en Gear 5. Ok, alors là les gars, ça rigole pas. La théorie qui va suivre sera bien entendu développée davantage dans une autre vidéo, là je me suis trop hypé pour la faire, et donc je vais pas du tout vous dévoiler maintenant. Mais on pourrait vraiment toucher du doigt une partie de la fin de One Piece et de celle de Luffy. Laissez-moi vous expliquer. Alors qu'il nous a montré une espèce de forme à moitié Gear 5 en s'énervant face à Bonnie, je me suis rendu compte que le pouvoir éveillé de Nika pourrait être bien utile et dévoiler de nombreuses choses dans cet arc. Déjà rappelez-vous que Luffy en Gear 5 permet de donner vie à son imagination. À mon sens, ça signifie que s'il le décide et sans gants à protons, il pourrait sans aucun doute attraper ou frapper l'un des hologrammes, comme il a fait en attrapant l'éclair face à Kaido. C'est là exactement la même chose. Et d'un autre côté, Luffy est totalement dans son élément puisque comme le signale Bonnie, le monde de Vegapunk et ses inventions sont inspirés des livres et des comics de science-fiction. Ça m'a rappelé les mots de Kaido quand il a vu le Gear 5 de Luffy, il disait y voir une ressemblance avec des personnages de bande dessinée. Au final, est-ce vraiment faux? Et si Nika était, avant même qu'il soit possédé par Joy Boy il y a 800 ans, une entité fictive issue d'histoire ou d'une bande dessinée? C'est peut-être ça l'ironie de cette histoire. Nika serait dans l'histoire de One Piece l'équivalent de Luffy dans notre monde à nous. Ça serait fou quand on y pense et ça expliquerait davantage pourquoi Oda lui a donné un style aussi cartoon, aussi propre au style BD. Nika serait un super-héros de son époque pour les anciennes civilisations. Vous devez trouver ça bizarre, après tout le monde de One Piece n'est pas similaire au nôtre, hein. Pourquoi existerait-il des BD ou comics et surtout pourquoi ces héros existeraient-ils à leur tour? Eh bien c'est pourtant le cas et l'un des exemples parfait est justement lié à notre cher Sanji. En effet, il existe dans le monde de One Piece un comics se nommant Sora le guerrier des mers. L'histoire de ce héros est assez simple, il combat le mal qui n'est nul autre que le Garma Double Six. Alors c'est expliqué qu'il s'agit que de la fiction, que rien n'existe réellement, sauf qu'on a toutes les raisons de penser que Sora, le guerrier des mers, et tous les récits de sa bande dessinée aient réellement existé. Déjà car le Garma Double Six, lui, existe bel et bien. C'est exactement le même que celui de la famille Vinsmoke. Ensuite, le nom de Sora n'est pas vraiment pris au hasard puisqu'il s'agit exactement du nom de la mère de Sanji, Sora Vinsmoke, la femme de Judge Vinsmoke. En somme, cette BD servait de propagande pour la marine et le gouvernement mondial en les faisant passer pour des héros tout en diabolisant les pirates, le Garma Double Six. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'aspect fictif de la bande dessinée de Sora et de son combat contre le Garma a tellement été appuyé que les citoyens lambda du monde entier pensaient vraiment que le Garma n'existait pas, que rien de tout ce qui n'était mentionné dans ce comics existait réellement. Pour preuve, chapitre 815, Pecom se révèle les liens qu'a Sanji avec le Garma, et Nami, elle, répond que cette armée maléfique n'est qu'une fiction absolue, prouvant à quel point une chose pourtant bien réelle a pu être placée au grade de mythe, de légende fictive, seulement grâce ou à cause d'une bande dessinée. Pour résumer rapidement, la vraie nature de la bande dessinée de Sora sera sans doute dévoilée grâce à Vegapunk puisque ce même guerrier des mers utilise des technologies scientifiques de pointe comme des robots ou des bots pour marcher sur l'eau. D'ailleurs, c'est presque à se demander si le Vegapunk 1 n'est pas inspiré de Sora. Et ensuite, en apprenant que les mythes des bandes dessinées de One Piece existent bel et bien, on pourrait découvrir que Nika est à l'origine pas seulement le dieu du soleil mais aussi le héros d'un livre qui existait auparavant. Ce livre, cette histoire, c'est ce qu'aurait découvert Roger sur la dernière île, le fameux conte laissé par Joy Boy, l'ancien Nika qui avait comme tâche de léguer au monde l'histoire du dieu soleil. C'est en riant aux larmes que Roger nomme l'île finale en Laftel, le conte du rire. Nika existerait depuis des millénaires, bien avant que Joy Boy hérite de ses pouvoirs sous la forme d'un héros de bande dessinée libérant esclaves et apportant la joie. On se rendrait compte à la fin de One Piece que nous aussi avons suivi l'histoire d'un héros apportant la joie à travers un simple manga, tout comme les citoyens
du monde de One Piece avec le mythe de Nika. Je l'ai très peu développé volontairement, mais promis, cette fois-ci on en reparle très bientôt. Bon, on va passer à la dernière partie du chapitre qui m'a tilté au plus haut point. Je me suis surpris à penser que cette fin de chapitre était sans doute celle m'ayant le moins hype depuis des mois. L'apparition du Cypher Paul 0 avec un Séraphin pour tuer Vegapunk. Alors, sur papier, c'est vraiment ouf, hein, et effectivement, c'est vraiment ouf. Mais le problème là-dedans, c'est pas tout ça, c'est juste le Cypher Paul. Quand j'ai vu qu'ils apparaissaient avec l'ordre de tuer, tout en étant giga déterminé et confiant, j'ai soufflé. Sur papier, c'est bien, hein, mais nous, on sait ce qui va se passer. Ça va faire comme à Onigashima, ils vont échouer, encore une fois. Lamentablement. Alors vraiment, sincèrement, je prie pour qu'Oda me donne tort, hein, mais le CP0 a tellement chié ses missions, les plus importantes pourtant, surtout sur Onigashima, que leur crédibilité en a pris un sérieux coup. D'ailleurs, je vais vous poser une question et vous verrez que vous pensez sans doute la même chose que moi. Avez-vous actuellement peur d'eux? Pensez-vous vraiment qu'ils représentent un danger? Est-ce que là, vous vous êtes dit, oh la vache, les Mugiwara et Vegapunk sont dans la merde, ça craint? Non, mais là où je veux en venir, c'est que l'impact qu'ils ont est beaucoup plus faible que ce qu'il devrait être. Personnellement, j'ai aucune peur d'eux. Ils vont faire quoi? Déjà, Luffy, il se prend Rob Lucci, Kaku et même Stacy à lui tout seul. C'est un empereur, le mec, il a aucun problème à ça. Le pacifista, c'est Vegapunk qui l'a créé. À tous les coups, il va appuyer sur un bouton, le truc, il va s'auto-détruire. Ok? Et du coup, il reste quoi? Bah, il est où le danger? Rien qu'avec la technologie et les inventions de Vegapunk, il parviendra à détecter leur présence et même à les neutraliser sans sortir de son labo. Car oui, Oda va devoir montrer ce que vaut vraiment ce scientifique, il va prouver que sa puissance dépasse l'entendement. C'est peut-être pas un grand combattant, mais pour moi il est autant flippant que n'importe quel grand pirate quand on sait les dingueries que la science peut proposer. Bon, et l'un des éléments principaux de cette fin de chapitre, c'était surtout la présence du Séraphin, aux côtés du Cypher Paul. Un Séraphin identique à notre cher et regretté Kuma. Là c'est définitif, le SSG a vraiment reproduit les Shichibukai, c'était ce qu'on pensait dans le chapitre 1059, mais là aujourd'hui c'en est une certitude. Pourtant ce Séraphin est quelque peu différent des autres, pas de cheveux blancs, pas de flammes dans le dos, pourquoi n'a-t-il pas les mêmes atouts que les autres? Soit c'est une erreur de dessin d'Oda, ça arrive, soit c'est un modèle totalement différent. Serait-il défectueux, expliquant pourquoi le gouvernement le renvoie à Vegapunk? Alors forcément c'est pour faire la scène émotionnelle de Pony qui retrouve le clone de son père, mais peut-être aussi que Vegapunk a modifié le Kuma Séraphin pour faire en sorte qu'il soit différent de la normale. Alors que nous cache la relation entre Vegapunk et Kuma? Pourquoi est-elle si forcée, si accentuée depuis la première introduction du plus grand scientifique au monde? Quel est le véritable but de Kuma, lui qui est à la fois révolutionnaire et membre du gouvernement mondial? Je vous laisse le découvrir dans ma théorie sur le sujet. L'autopromo trop mal placée. En tout cas, globalement, c'était un très bon chapitre. J'espère que cette review vous aura plu. On arrive effectivement à la fin. Ce nouvel arc est un des plus prometteurs et si ça peut sembler un peu faible en révélation, ce qui est normal, on n'est qu'au début, ça va très vite changer d'ici quelques semaines. Faites-moi entièrement confiance. Oui, j'ai des petits contacts à la choucha. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les bros, comme d'habitude je vous invite à la liker et aussi à commenter, c'est super important. Passez une super bonne semaine et surtout prenez bien soin de vous. Peace les bros.